Oui, merci pour votre exposé systématique. On connaît là des gens qui ont fait de bonnes études juridiques, juristes, je connais. Donc, moi, j'avais deux petites questions. La première question, c'est du droit rwandais, dont j'avoue que j'ignore beaucoup de choses. Connaître quelle était l'origine de l'article 106, parce que je suppose que quand on écrit dans un code une procédure telle que celle que vous avez décrite, il y a une origine à cette législation. Et je me posais la question de savoir s'il y avait une inspiration éventuellement tirée du droit anglo-saxon, où la distinction entre le juge assis et le juge, entre le juge du siège et le parquet, n'est pas tout à fait la même que dans les pays continentaux. Et alors la deuxième question, vous avez évoqué les possibilités de recours au niveau international, notamment les juridictions internationales africaines garantes de la protection des droits humains, mais vous n'avez pas évoqué la possibilité de saisir, le cas échéant, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies. C'est assez fréquent maintenant en Europe, quand on n'a pas gain de cause à Strasbourg, on court à New York, ou à l'inverse, si on a gagné à New York, on revient à Strasbourg pour essayer de jouer la contradiction possible entre les juridictions. Donc, ce sont deux petites questions, une typiquement liée au droit rwandais que vous connaissez manifestement de manière excellente, et alors la possibilité, nouvelle possibilité, que nous offrirait le droit international auprès des Nations Unies. Merci. Merci beaucoup. Des questions très intéressantes. L'origine de l'article 106 découle de la réforme judiciaire qui a été effectuée au Rwanda en 2004. C'était une année de la réforme de tout l'arsenal juridique au Rwanda. Et à ce moment-là, le système rwandais a été innové parce qu'on a combiné les traditions du droit romano-germanique et le droit anglo-saxon. Donc tous les aspects figurent dans le système judiciaire, dans le fonctionnement du système judiciaire. Mais en 2007, il y a eu une affaire connue au Rwanda comme affaire de Kalisa BCDI. La BCDI, c'était une banque commerciale au Rwanda. Alfred Kalisa était le PDG de cette banque. Donc, il fut arrêté sur l'accusation de détournement des habits de confiance. Quoi. Mais lorsqu'on l'a mené, on le fait traduire en justice devant le juge ordonne qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi être amenées, qui doivent comparaître. Le juge ordonne au parquet d'amener ces personnes. Mais quand ces gens-là sont amenés, ils disent immédiatement que l'article, à l'époque, c'était l'article 121 du Code de procédure pénale de 2004. Aujourd'hui, on a le Code de procédure pénale de 2019 qui a été modifié en 2023. Mais à cette époque-là, c'était l'article 121. Alors, les gens qui ont été comparés sur ordre du juge, ils ont formulé une demande à la Cour suprême à cette époque-là, demandant que l'article
soit déclaré inconstitutionnel parce que le juge était attribué de pouvoir. Il disait que l'article était abusif et inconstitutionnel, ce que la Cour suprême a confirmé. À cette époque-là, il y a une jurisprudence. Malheureusement, je voulais juste évoquer ce jugement-là, mais je n'ai pas pu trouver la copie du jugement. À l'époque, la Cour suprême déclare que l'article 121 est inconstitutionnel. Donc, les gens, ces personnes-là n'ont pas été jugées oui. Alors, en 2019, on a un nouveau code de procédure pénale avec des aspects spectaculaires, je dirais. D'abord, il y a cet article 106 et on a aussi les formulés sur la détention provisoire où on disait que même lors de la détention provisoire, le juge peut ordonner que la détention provisoire soit tenue à huis clos, ce qui est contraire aux dispositions de la Constitution du Rwanda. Donc, aujourd'hui au Rwanda, on peut amener les gens dans les procédures de détention provisoire et les audiences sont tenues à huis clos. Donc, on a les formulés tant de dispositions pour moi qui consacrent l'arbitraire judiciaire au Rwanda, et ça existe. Donc, c'est pour fragiliser ou terrifier la société en général. Donc, en bref, l'origine de l'article, je pense que j'ai essayé de l'expliquer. Quant à la saisine du comité des Nations Unies, chargé des questions des droits de l'homme, le Rwanda n'est pas signataire. Donc, en tant que Rwandais, on n'a pas le droit de saisir la comité. C'est ce qui nous. Et même le Rwanda n'est pas. Bon, c'est récemment qu'ils ont ratifié la convention sur la torture, mais la convention sur les enlèvements forcés, le Rwanda n'est pas parti, donc et aussi n'est pas parti aussi des pays qui acceptent la compétence du Comité des Nations Unies des droits de l'homme. Notre question? Bonsoir, merci de me donner la parole. Alors, j'ai une question, mais j'ai aussi une petite remarque ou un complément. Parce que le président de l'association, M. Kizito, où est-ce qu'il est? Je suis là. Mon ami Kizito, que je connais très bien par ailleurs, en faisant l'introduction, il a parlé à juste raison des événements que nous commémorons au mois d'avril, à savoir des contrôles aussi. Mais il me semble quand même qu'il a un peu oublié de bien préciser qu'au mois d'avril 1994, avant ou après, il y a eu aussi d'autres événements. Les massacres qui ont visé d'autres populations. Il a parlé d'autres Rwandais au Congo-Rwanda, mais il m'a semblé qu'il a eu peur de parler des Hutus qui ont été massacrés par les pères, avant, pendant et après. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus avoir peur de dire la vérité. Au printemps 1994, il y a eu au Rwanda, je disais, contre les Tutsis que nous connaissons tous, mais il y a eu aussi les massacres contre les Hutus. Alors, est-ce qu'on peut les appeler génocide ou pas? Là, c'est les juristes qui peuvent m'éclairer. Mais moi, je suis politicien, je suis membre du secrétaire du FDI. Nous, en tant que politiciens,
Nous reconnaissons le génocide des Hutus effectué par les Hitlériens au Rwanda et au Congo. Mais au Congo surtout, il y a un rapport mapping qui est bien documenté. Même s'il parle des actes de génocide, ou s'il dit avec prudence que si ces actes pourraient être qualifiés de génocide s'il y avait un tribunal ad hoc, mais les victimes n'attendent pas un tribunal pour dire ce qui leur est arrivé. Nous sommes nombreux ici à avoir échappé ou à être rescapés de ces massacres que nous appelons génocide contre le Hutu. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, parce que le régime rwandais veut que si tu parles du génocide contre les Hutus, on va te taxer de négationniste, de génocidaire, tu parles de double génocide. Mais ça, c'est pour intimider les gens. La vérité est que ce génocide aussi doit être évoqué. Qu'on l'appelle génocide ou massacre ou crime contre l'humanité ou crime de guerre, peu importe, mais il faut quand même en parler. Donc au Rwanda, malheureusement, en 1994, il y a eu le génocide contre les Tutsis et il y a eu aussi les actes de génocide ou de massacre ou de crimes contre l'humanité, comme on voulait, contre les Hutus. Et j'oublie les trois parce qu'ils sont minoritaires chez nous, tellement qu'on les oublie. Et eux aussi, ils ont subi des massacres à caractère génocidaire. Et il faut pas les oublier non plus. Ça, c'était une parenthèse. Maintenant, ma question au juriste du jour, à l'exposant du jour. Vous parlez bien du droit rwandais, vous évoquez la problématique il y a des textes qui sont apparemment bien faits, et puis il y a l'application. Et après, même dans l'application, quand je suis votre analyse, votre intervention, notamment quand le juge demande directement à l'arrest, en tout cas, une poursuite contre Mme Victoire Ingabire. Je ne sais pas si c'est prévu par la loi rwandaise, peut-être que je n'ai pas bien suivi, mais dans tous les cas, il se trouve que le jour même que ce tribunal demande qu'on poursuive Mme Victoire Ingabire, le soir, elle a été, en tout cas, perquisitionnée. Amené en catimini, il n'y aurait pas eu Benan Naganda qui avait suivi, on n'aurait même pas si qu'on l'avait amené. Donc ça c'est la partie un peu historique. Maintenant je me pose une question. Bon, vous êtes juriste, mais vous avez peut-être aussi un avis sur la politique. Parce que moi je pense que les textes, quand bien même ils seraient bien écrits, ce régime, il ne va pas les respecter si ces textes vont à l'encontre de leurs intérêts. Alors, le thème de ce jour était intitulé Pourquoi la justice va s'acharner contre Mme Victoire Ingabire, plus ou moins si je me rappelle bien. Est-ce que vous pensez que la justice rwandaise s'acharne contre Mme Victoire Ingabire parce parce qu'elle a commis des crimes? Ou pensez-vous qu'il y a autre chose derrière? Évidemment, vous savez ce que moi je pense. Lors de sa première arrestation en 2010, j'avais fait un article qui disait un procès politique contre Mme Victoire Ingabire. Et je pense toujours que c'est un procès politique. Mais je ne sais pas, vous comme juriste, est-ce que vous en pensez? Si vous pensez qu'elle est poursuivie pour des crimes qu'elle a commis, pour lesquels, si la justice fonctionnait bien, elle pourrait être jugée, ou si vous pensez qu'elle n'a commis aucun crime et que les poursuites sont purement politiques, même maquillées sous uniforme judiciaire. Merci beaucoup. Merci, Dr. Seneza. Je m'en fais un peu porte-parole du président Kizito. Je pense qu'il a parlé de ce que vous disiez, de ce qu'il a mentionné, les Rwandais qui ont été tués à l'intérieur du Rwanda et à l'extérieur du Rwanda. Mais on a un problème de l'appellation des crimes. Moi, au niveau juridique, je ne pense pas qu'il y a des vides, mais au niveau politique,
il y a un vide. Parce que ça ne revient pas dans le langage politique et dans le discours politique. On n'arrive pas à qualifier exactement les crimes du FPR en Montagne contre les populations Hutus. Mais si vous l'avez suivi, en 1994, au mois de juillet, Rwanda a une loi fondamentale qui était une constitution qui régissait la transition politique au Rwanda. La loi fondamentale rwandaise était composée de 4 textes. Il y avait la constitution de 1991, il y avait les accords d'Arusha, c'était le protocole des accords d'Arusha, il y avait les accords entre les partis politiques qui fonctionnaient après les événements de 1994, et il y avait ce qu'on appelait la déclaration du FPR. Alors, dans les accords entre les partis politiques, les politiciens avaient essayé de qualifier, de donner une qualification à ce qui était passé au Rwanda. Il y avait bien sûr, vous les Rwandais, vous savez qu'on appelait ça Itsembakoko, Nitsembatsemba, mais l'appellation en français c'était le génocide et les crimes contre l'humanité. C'est ce que les politiciens avaient qualifié. Donc le génocide c'était les crimes, bien sûr, ils disaient c'était pour les crimes commis contre les Tutsis, et il y avait les crimes contre l'humanité. Et même les juristes le savent, qu'il soit le génocide, qu'il soit les crimes contre l'humanité, au niveau de la répression, la gravité ou la sensibilité est presque la même. Il n'y a pas de différence pour nous. Alors, au niveau politique, on s'est mis d'accord sur cette qualification et on a même prévu un fonds national qui devait prendre en charge tout. Oui, un fonds national, oui, ça existait, qui devait prendre en charge toutes les victimes de ces crimes. Ok, au niveau des FPR, parce que c'est le FPR qui était dominant, on disait les rescapés du génocide doivent être traités d'une manière un peu particulière, et il y avait au niveau du ministère de l'Intérieur, le Minaloc, il y avait un budget aussi particulier qui devait prendre en charge les autres victimes en nécessité, en situation de nécessité, qui ne sont pas des Tutsis. Ça relevait du ministre. Même si on peut, au niveau de l'efficacité, si on peut dire que c'était pas donc la gestion, le fonctionnement du fonds qui était géré sous le ministère de l'Intérieur n'était pas efficace, mais au niveau politique, ça avait quand même un sens. Il y avait un sens au niveau politique. Madame. Alors, en 2003, mais avant, rappelez-vous qu'il y a la résolution qui instituait le tribunal pénal rwandais. Et la résolution, si je me rappelle, c'est le numéro combien? 955. 955. 855. 955. La résolution au niveau de la qualification des faits est aussi créée. C'est pourquoi je dis qu'au niveau juridique, il n'y a pas un vide. Mais il faut une volonté politique pour continuer d'aller dans le sens de ce que la résolution onisienne parle. Donc la résolution de l'ONU aussi qualifiée dit
dit qu'au Rwanda, il y a eu un génocide et des crimes contre l'humanité et même des crimes de guerre. Donc ça, c'est au niveau international. Alors, en 2003, il y a une nouvelle constitution. La nouvelle constitution aussi consacrait l'appellation qui a été définie par les accords entre les partis politiques. En 2005, deuxième amendement de la Constitution. C'est en 2005 qu'on a effectué le deuxième amendement de la Constitution où on dit désormais il y a l'appellation devient génocide commis contre les Tutsis. Et ça, il y a des raisons politiques qui sont derrière là. Donc, on ne peut pas nous attarder beaucoup s'ils sont jamais. Je voudrais juste parler qu'au niveau juridique, pour moi, il n'y a pas un vide parce qu'au niveau international, la résolution onusienne est toujours en vigueur et donne une qualification qui ne prête pas à confusion. Et cette confusion qui ne prête pas confusion, vous la résolution. La résolution. Vous parlez de celle de 955. La résolution 955 qui institue le tribunal pénal international. Okay. Et c'est un instrument international. Là, je suis d'accord. Oui. Ce que vous dites est sûrement vrai, mais au point de vue, si moi, belge, j'écoute la télé, eh bien jamais je n'entendrai dire autre chose que génocide des Tutsis. Il n'y a personne qui, officiellement en Belgique, dit autre chose que génocide des Tutsis. Et on ne parle absolument pas du massacre des crimes contre l'humanité vis-à-vis des Hutus. La même chose, mais ça n'a rien à voir avec le Burundi. Les Hutus ont été tués, jamais on ne parle d'eux et du génocide. Oui. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous, ici, qu'on n'en parle pas ouvertement, franchement, moi, ça m'a choqué. Hein. Je suis contente que ce monsieur soit intervenu, que mon voisin ici m'ait traduit parce qu'on ne comprenait pas bien ce que vous disiez. Parce que franchement, même nous, si on ne le dit pas ouvertement, ici, mais où est-ce qu'on va le dire? Bravo, madame. Parce qu'il y avait une autre question Il y avait deux questions, deux thèmes. Ok, je vais finir avec là et je continue avec le sujet du jour. Parce que l'autre, vous pouvez organiser une autre conférence et comme ça, on pourrait parler de ces problèmes. Mais pour parler de ce que madame de dire, pour moi, je dirais que la politique de la qualification de l'appellation, ça revient au problème des rapports de force dans la politique internationale. Bien sûr qu'il y a un gouvernement, l'État rwandais, qui a la parole aussi des organisations internationales et même qui peut faire de la diplomatie dans son domaine. Comme ça, on impose au niveau politique, pas au niveau juridique, au niveau politique, une appellation. Par exemple, aujourd'hui, on dit génocide contre les Tutsis. Oui, mais au niveau de l'ONU, on sait que presque tous les pays européens se sont, comment on dit, oui, ils se sont opposés à la qualification de cette appellation. Donc ça, c'est une résolution de l'Assemblée générale de l'ONU. La Belgique, la France, les États-Unis, le Canada ont dit non, nous, on n'accepte pas cette appellation
Mais comme l'Assemblée générale, c'est le concert des nations, les pays, la majorité des pays ont voté pour cette appellation. Mais au niveau politique, il y a cette résistance de la Belgique, de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne, du Canada, des États-Unis. Ça existe toujours. Et ça signifie, ce n'est pas une résistance seulement politique, c'est une résistance aussi juridique. Et ça signifie beaucoup. Mais quand ça arrive dans les discours politiques, oui, mais autre fait, c'est que les victimes du génocide des Tutsis, ils ont des moyens de s'organiser et de porter aussi de loin les voix, alors que les Hutus, les victimes Hutus, les voix, c'est presque inexistentiel, je dirais. Donc ça, c'est aussi un autre élément qu'on ne doit pas ignorer. Si je peux juste ajouter un petit détail, en fait, il y a un problème juridique, c'est que la résolution qui a mis en place le TPR limite dans le temps et dans l'espace les crimes. Ces crimes se sont déroulés au Rwanda du 1er janvier 1994 jusqu'au 31 décembre 1994. Ça veut dire que tout ce qui est en dehors n'est pas concerné. Ça, vous le savez ou vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. La deuxième chose que je voulais dire par rapport au génocide rwandais ou au génocide contre des Tutsis. Mais je rappelle aussi que le droit rwandais aussi, il ne faut pas oublier, c'est jusqu'au 31 juillet 1994. Donc, par rapport au génocide d'appellation, rwandais ou contre les Tutsis, en fait, même quand les Américains ou les Britanniques disent le génocide rwandais, il ne faut pas croire qu'ils causaient dedans le génocide des Hutus. C'est faux. Hein? Quand ils parlent de génocide rwandais, ils parlent des génocides de Tutsis, mais des Rwandais opposants et autres qui ont été massacrés, mais dans le sens de femmes, soit parce qu'ils étaient proches ou parce qu'ils étaient du côté des frères. Donc, c'est pour ça que moi je pense qu'il faut mieux séparer les deux. Accepter le génocide contre les Tutsis et dire qu'il y a un génocide contre les Hutus qui doit être reconnu. Parce que quand on dit génocide rwandais, même quand vous voyez Anthony Blinken, quand il va à Kigali, si vous l'écoutez dans ses discours, il parle des opposants qui ont été tués, qui étaient Hutus, mais qui ont été tués dans son génocide. Il ne parlait pas des gens autres qui ont été tués par le FPR. Non, on ne peut pas dire au niveau juridique un crime qu'on dit pas. Oui, mais on dit que c'est des Tutsis et des Hutus modérés, c'est ce que on sait que. Moi, je pense que si on veut vraiment qualifier les choses, il faut accepter qu'il y a eu un génocide contre les Tutsis et un génocide contre les Hutus. Dire un génocide rwandais qui englobe tout, pour moi, c'est mon opinion et de certaines personnes. Je pense que ça cache une réalité. Alors, c'est le sujet du jour. Bon, en fait, il n'y avait pas une deuxième question. Il se rappelle pas? Je peux le rappeler. L'autre question, c'était de savoir si, en tant que juriste, vous pensez qu'il est vraiment les crimes contre la piste sont judiciaires ou si c'est une façon de contourner la diviser la justice pour des problèmes politiques. Non, en fait, pour moi, ça c'est la mécanique du système rwandais. Toute personne qui a affiché l'intention de se porter candidat au présidentiel, toujours, toutes les personnes deviennent immédiatement arrêtées et jugées et condamnées. Il y a le docteur Théoneste, il y a le Déo Mouchaïdé, il y a Victoire Ingabire, il y a Diane Bouikara, il y a toute personne qui affiche cette intention, il devient immédiatement condamné. C'est la fonctionnalité des régimes. Je pense que pour donner plus de parole à plus de monde, je vous demanderai d'être bref dans vos interventions. Donc, je vais prendre 3 personnes ici et puis
Kayumba. Vous pouvez poser vos questions d'article et comme ça il va répondre à la question. Ça vaut mieux que répondre après les trois. Voilà, après les trois. Madame. Juste pour savoir, il faudrait quoi au niveau juridique pour qu'il y ait une reconnaissance du génocide commis contre les Hutus? Moi, je m'appelle José Teleka. Au regard de son arrestation de Madame Ouattara, juillet 2025, et des accusations de division de fausses informations formulées par les autorités rwandaises, comment la communauté internationale, je voudrais vous poser une question concernant Madame Victoire Ingabire, elle est emprisonnée maintenant. Quelle est la réaction de la communauté internationale? C'est ça que je voulais vous poser. Dodo. Merci. Moi, je ne ferai. Vous avez quelques commentaires, mais je crois qu'il y a eu pas mal de commentaires. Je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Mais j'ai deux, trois petits éléments. Vous avez beaucoup parlé, de l'indépendance de la justice, mais vous insistez plutôt sur l'indépendance du ministère public. Qu'est-ce que nous devons comprendre? Parce que moi, dans mon esprit, quand on parle d'indépendance de la justice, ce n'est pas réellement, on ne met pas l'accent sur le ministère public, et vous mettez l'accent sur le ministère public. Alors que les autres mettent l'accent sur le système judiciaire, et plus particulièrement les tribunaux. Et là, j'aimerais bien que vous m'aidiez à comprendre pourquoi vous insistez trop sur l'indépendance du ministère public et non pas sur la justice, le système judiciaire en gros. Deuxième élément de notre question, j'aurais souhaité que vous nous aidiez ou vous nous poussiez à montrer quelles sont les responsabilités, qu'est-ce qu'il faudrait que les associations, les partis politiques rwandais fassent pour que des cas comme... qu'est-ce que vous attendez d'eux? Parce que quand vous nous dites là, vous êtes en Europe, vous pouvez intervenir auprès de la Commission européenne, des individus, vous savez que la Commission européenne s'en fout, en réalité. Donc, j'attendais de votre part que vous mettiez l'accent sur la responsabilité, que vous interpelliez les associations et les partis politiques, et même leur suggérer comment faire pour vraiment faire passer certains messages. Et vous avez beaucoup insisté sur l'Union européenne en comparant avec l'Iran. Donc dans ce cas-là, avec l'Iran. Moi, j'aimerais bien que vous mettiez ça de côté, parce que l'Union européenne ne s'est pas montrée claire, défenseur des droits de l'homme dans le cadre de la guerre actuelle contre l'Iran. Parce que quand on massacre les enfants à gauche, à droite, et que l'Union européenne garde le silence, moi, j'aurais souhaité vraiment que vous n'entriez pas dans le truc qui nous amène dans des polémiques, sinon on va se retrouver à défendre l'indéfendable. Voilà. Merci. Laissez-moi répondre les trois questions. Je commence par le monsieur Théodore. Au fait, peut-être que vous m'avez mal entendu. Je ne voulais pas
Je n'ai pas dit que l'Union européenne défendait les droits des Iraniens. Non, j'ai dit que la Commission, le Parlement européen a pris une décision de déclarer les gardiens de la révolution iranienne comme groupe terroriste. Donc, ils ont pris une résolution. C'est pourquoi je me demande pourquoi ne pas le faire pour d'autres situations où les acteurs étatiques se comportent mal. C'est un exemple que je donnais. Et pour l'indépendance, pour la question de l'indépendance judiciaire, je parlerai de l'indépendance du ministère public au regard de la plainte de Madame Victoire Ingabire. Elle a déposé dans sa plainte, elle demandait à la Cour suprême de dire que l'article 106 viole l'indépendance du ministère public parce que le juge a donné des injonctions au procureur de faire une enquête contre Madame Victoire Ingabire. Donc c'était en rapport avec l'article 106. Donc je reconnais que ma présentation était vraiment trop technique et beaucoup d'aspects n'ont pas été bien compris. Je pense que même le juge qui a donné l'injonction au parquet, il n'était pas très indépendant. Quant à savoir sur la position de la communauté internationale dans le cas de Victoire Ingabire, je ne pense pas. Bon, il y a certaines résolutions du Parlement européen, mais pour moi, ce sont des résolutions à caractère de recommandation, pas à caractère décisionnel. Donc, parce que si ils ont le Parlement européen, s'ils prenaient les décisions avec force d'exécution obligatoire, la Commission aurait dû aussi exécuter les résolutions du Parlement, mais ça se limite au niveau des recommandations. Et ce qui fragilise l'efficacité de ces résolutions. Mais ce qui reste, c'est que les pays agissent suivant la fiabilité des voix des personnes qui scandent. Donc il faut trop parler, il faut approcher des institutions, il faut approcher des gouvernements. Par exemple, en France, je pense que il y a un document que vous avez publié récemment. Le ministre des Affaires étrangères de la France a parlé dans un communiqué, si je me rappelle, des choses qui ne sont pas claires. Donc il faut toujours approcher ces autorités et les donner la vraie version de ce qu'ils doivent parler, pas nécessairement attendre que les autres vont agir sans que nous agissions. C'est un problème que nous avons. Il faut reconnaître ça. Nous, les Rwandais, on est là, on attend que les autres agissent en dehors de notre propre action. Ça, c'est notre fragilité. Quant à la question de ce qui doit se faire pour qu'il y ait connaissance du génocide commis contre les Hutus, moi je pense que ça relève toujours au problème des rapports de force. Bien sûr, les victimes doivent s'organiser et parler très fort, mais c'est vraiment difficile quand il n'y a pas de force étatique derrière. C'est compliqué parce que les décisions sont prises au niveau des organisations ou des États
se rencontrent. Donc, tant qu'il n'y a pas un gouvernement qui peut porter cette voix, c'est pas facile. C'est ce que je pense. La question de ce pays, quoi. Oui, d'abord, merci beaucoup pour l'intervention de très grande qualité. On le fait toujours, Maître Akayesu. Et ici, encore plus que d'habitude, j'ai trouvé beaucoup de pistes de solutions proposées, notamment aux organisations justement politiques. Monsieur Théodore, je crois qu'il y a pas mal de pistes de solutions que nos organisations politiques et les ASBL devrions suivre. Quant à ma question, je vais d'abord m'excuser parce que je vais d'abord donner ma position sur ma question qui va suivre. C'est que beaucoup de gens se demandent est-ce que Victoire devrait se défendre, est-ce qu'il ne devrait pas tout simplement constater qu'il n'y a pas de justice et arrêter de se défendre. Je donne justement ma position, mais après, j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est, pour moi, il faut repousser le régime dans cette contradiction. Et il y a toujours la communauté internationale, la communauté rwandaise surtout, qui observe, qui aussi voit les contradictions et se forge aussi une opinion sur comment procéder dans des cas similaires qui vont suivre ce qui vient. Par contre, si je reviens sur ceux qui pensent qu'elle devrait se retirer du système judiciaire, ou en tout cas ne pas se défendre, nous sommes face à un régime qui a fait un génocide contre les Hutus, clairement. Ça, il faut le dire parce que même le MUC l'a dit, si ce que nous avons pu relever comme histoire, comme preuve, sont reconnus devant une juridiction compétente, eh bien, ce sera un génocide. Donc, ils ont quand même donné ce terme-là. Et ici, Natacha qui nous demandait, qui a été notre présidente de Jarba SBL. Jarba SBL fut une des premières organisations à communiquer clairement que pour elle, il y a eu un génocide contre les Hutus. Effectivement, il y a eu en 2019 via un communiqué, ça aussi il faut le dire, pour qu'on sache que nos organisations reconnaissent ce génocide sans confusion. Et donc, il y a eu ce génocide. Nous avons eu au sein des FDU une vingtaine de gens qui ont été mal tués, des activistes, des politiciens, tués ou portés disparus, d'autres sont en prison jusqu'à ce jour. Et Akayesu, vous avez cité plusieurs cas aussi des gens qui se sont manifestés et de par leur manifestation, de revendications de droits ont été soit tués, soit portés disparus ou emprisonnés. Nous avons plus de 500 000 réfugiés rwandais qui sont maintenus à l'extérieur et il y a d'autres qui arrivent. Ici, je suis venu avec de nouveaux réfugiés qui sont arrivés très récemment. Donc le régime continue sa cruauté, ses crimes. Alors, la question est de se demander, n'est-ce pas le moment de tout simplement constater que face à ce régime, il n'y a aucune autre démarche possible, comme les États-Unis l'ont écrit en 2017, que les Rwandais n'ont plus aucun moyen démocratique pour faire un changement de régime, faire un changement respectueux des droits de l'homme. Est-ce que pour vous, ne faut-il pas arrêter d'aller dans une lutte qui ne mène nulle part, qu'on sait très bien que c'est tout à fait, c'est politique, ou plutôt c'est criminel, parce que la vie politique, je trouve que c'est aussi un peu diminuer le poids de la cruauté qui est dedans. Voilà, j'étais un peu long dans ma question, mais j'espère avoir une position claire d'un juriste européen. Il y a un message qui m'explique. Je pense que j'ai pris un temps pour essayer de comprendre le cas de l'Éthiopie actuelle. Parce que si vous le savez, il y avait un régime typiquement similaire à Addis Abeba
qui était similaire au système que nous avons aujourd'hui au Rwanda. Le premier ministre décédé, Meles Zenawi, qui était même un très proche de Kagame, pratiquait le même système que ce que Kagame pratique au Rwanda. Ils étaient des amis et dans le lobby international occidental, on récitait même que le Rwanda et l'Éthiopie, ce sont des leaders, on disait, oui, c'est des modèles. En anglais, on appelle ça, on dit developmental. J'oublie le terme qu'on utilisait. Mais ils étaient cités comme des modèles dans le discours occidental parce qu'il y avait des intérêts, des stratégies géopolitiques pour le monde occidental et ils prenaient Zenawi et Kagame comme des leaders. Pas Museveni, oui, on disait que c'était un nouveau type de leader en Afrique orientale, mais précisément Zenawi et Kagame, on les qualifiait d'une autre manière. Mais en Éthiopie, l'espace politique était complètement miseré. Rien ne se faisait pas en Éthiopie. Il y avait des opposants qui étaient massivement emprisonnés, la société civile ne fonctionnait pas. Mais c'est après le décès de Zenawi qu'on a commencé des rites de succession. Et on n'a pas parvenu à arriver à un accord de celui qui doit succéder. Vous savez qu'il fut décédé ici en Belgique et il est mort d'un cancer cérébral. Alors, dans son cercle, l'élite de succession fragilisait le système. C'est pourquoi c'est comme ça qu'on a pris un monsieur qu'on appelle Mariam Desarènes pour devenir le premier ministre. Mais il ne provenait pas dans le cas des Tigrés, qui était une minorité qui contrôlait les 90 millions d'Éthiopiens. Et le Messier, oui, il était là comme un premier ministre de service, tout simplement. Mais il représentait lui. Mais entre-temps, l'élite, entre eux, ont complètement fragilisé le système, de sorte que la société civile éthiopienne, qui était strictement, fortement organisée à l'extérieur, dans la diaspora, a pu parvenir à pousser le changement à l'intérieur. Et c'est le ministre actuel, Abiy Ahmed, qui est devenu Premier ministre. Et son premier signe était d'ouvrir les prisons et de libéraliser l'espace politique. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de problème de liberté en Éthiopie. Donc moi, je me dis, si les Rwandais arrivent d'abord à avoir le sens de la lutte de leurs droits, parce que nous manquons ça. On n'arrive pas vraiment à capter le sens et la cause de notre lutte. Si on arrive à nous organiser, à être cohérent dans notre action, on peut faire quelque chose. Donc, le problème, ce n'est pas la puissance de Kagame. Kagame, il est fort parce qu'il a des sujets rwandais. C'est ce qu'il a sa force. Donc si on arrive à comprendre la cause politique de notre pays et agir dans ce sens,
moi j'espère toujours que le changement pourrait être possible. Mais ça revient à nous. Merci beaucoup. Je ne vois pas. Pour toi, il devrait quand même se défendre. Moi, je suis attaqué obsessif du droit. Moi, je ne peux pas dire à une personnalité laisser de se défendre et aller. Vous rappelez que dans son premier procès, elle s'est résistée aussi. Elle a refusé de continuer le procès. Donc, son procès à la haute cour et à la cour suprême ont été rendus à défaut. Donc, c'est après qu'elle a saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des femmes. Mais pour moi, elle doit continuer à lutter justement pour éclairer les contradictions de ce système. Je pense qu'elle est si lotée à notre avantage aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.